bonsoir et merci d'être venu. Donc je dois dire que je suis particulièrement heureux parce qu'on est vraiment entre deux années de célébration, entre l'année 2021 qui était l'année consacrée à Napoléon, on en a trop fait, et 2022, c'est l'année Champollion. Un auteur, un personnage qui est très cher à la Bibliothèque nationale, et la bibliothèque, s'il n'a pas célébré Napoléon avec une exposition spécifique, elle va célébrer bientôt Champollion avec une grande expo qui se tiendra sur le site de Tolbiac. Donc merci à mes collègues Julie Garel-Grillin et Fabienne Quéroux. Ceci, c'est une première parce que pour la première fois, nous avons deux départements. On aurait presque pu avoir un troisième. Donc, c'est deux départements spécialisés de la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque de l'Arsenal et le département des cartes et plans, qui présentent des documents qui appartiennent aux collections des deux départements, mais qui sont unis par l'histoire, par leur contenu, et parallèlement, d'autres documents aussi précieux sont conservés aussi au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale. Donc ça montre aussi le dialogue qu'on peut établir dans nos collections de la bibliothèque. Donc je ne vais pas parler longtemps, mais simplement vous dire que ce soir nous allons voir à la fois des cartes de l'Égypte et d'autre part un journal de voyage de l'expédition en Égypte. Comme vous le savez, à l'expédition proprement militaire, il y a eu parallèlement une expédition intellectuelle très importante où des géographes, des archéologues, des scientifiques ont accompagné Napoléon, et c'est un épisode très très connu aussi parce qu'à leur retour, dès 1801, il y a eu la publication de ce merveilleux voyage dans la Basse et haute Égypte, qui est un texte très important, etc. Mais nous avons la chance, dans les différents départements de la bibliothèque, d'avoir des originaux manuscrits et des cartes qui illustrent et qui documentent cette magnifique expédition. Et aussi, nous avons voulu déjà en 2021 rendre hommage parce qu'il y a eu la Bibliothèque nationale dans mon salon, il y a eu la présentation des dessins originaux de ce voyage qui sont conservés au département des estampes, donc l'année dernière, et vous pouvez trouver sur le site de la BNF, bnf.fr, vous pouvez trouver la vidéo de cette présentation. Donc merci à Julie et à Fabienne, donc ils vont nous présenter la carte de la Basse-Thébaïde de Claude Sicard et le journal historique d'Henri-Joseph Redouté. Je vous en dis pas plus, mais sûrement il y aura une très belle publication scientifique à venir, il faut patienter, mais nous allons unir les différents fonds, estampes, etc. Et nos collègues vont travailler ensemble pour quelque chose de très important autour de ce sujet. Merci. Comme ça? C'est mieux là, vous m'entendez mieux? Génial. Du coup, ce dialogue finalement à trois voix qu'on aurait pu faire et qu'on fera par le biais des panneaux informatiques, n'est-ce pas? Donc je vais juste introduire le sujet brièvement. La somme des récits de voyage, des dessins, des cartes de l'Égypte qui nous est parvenue au fil des siècles, atteste assez bien l'engouement extraordinaire que cette contrée, donc berceau de la civilisation pharaonique, n'a presque jamais cessé d'engendrer. Les premières relations de voyage qui nous parviennent sont celles de voyageurs grecs qui furent très nombreux à arpenter le Nil. On peut penser à Hécatée de Milet, à Hérodote ou à Strabon, qui viennent tous alimenter les connaissances géographiques, historiques ou religieuses du pays.
au fil des pages de tous ces textes, c'est véritablement la vie quotidienne des Égyptiens qui prend forme. Il ne faudrait évidemment pas oublier les auteurs latins qui ne sont pas en reste et dont les compilations, les itinéraires nous fournissent aussi une multitude d'informations et contribuent tous à former une certaine image de l'Égypte ancienne. Au Moyen-Âge, on voit des dizaines de voyageurs se rendre sur les bords du Nil. Alors là, il faut bien préciser quelque chose, c'est-à-dire qu'on a affaire à des pèlerins, ce qui va induire une spécificité à l'ensemble des récits qu'on va avoir, c'est-à-dire en fait, ils ne font que traverser le pays, ils n'explorent pas l'Égypte. L'Égypte, en fait, n'est qu'une escale et l'ensemble des monuments de l'Égypte ancienne qu'ils vont voir, qui vont passer sous leurs yeux, en fait, vont être interprétés au prisme de l'imaginaire chrétien. On peut penser par exemple aux pyramides qui deviennent les greniers de Joseph. Après, effectivement, il faut aussi voir quelque chose de très pratique, c'est-à-dire que même s'il avait voulu, une exploration de l'Égypte aurait été tout bonnement impossible, puisque quitter en fait la caravane que l'on suit est assez synonyme de mort. La Renaissance va redécouvrir les écrits grecs et latins qui vont à ce moment parvenir aux voyageurs modernes, mais il faudra attendre l'essor des missions catholiques en Orient, la création par Colbert des grandes compagnies coloniales ou le développement des échelles du Levant pour que naisse véritablement un engouement pour l'Orient. L'intérêt du coup qui va croissant en Europe à compter du XVIIe siècle va expliquer assez facilement les réceptions positives qu'on a d'ouvrages comme ceux de Jean Thévenot, du Père Van Sleb ou de Paul Lucas. Là, on a un intérêt pour l'Orient qui naît, mais à ce moment-là, l'Égypte n'occupe pas une place spécifique. Et l'exploration de cette contrée se limite donc essentiellement au delta. On en a très peu qui se sont aventurés au-delà du Caire. Et donc la Haute-Égypte est encore parfaitement inconnue. On ne sait presque rien du cours du Nil. Et c'est le XVIIIe siècle à ce moment-là qui marque un véritable tournant. Et les recherches menées par Paul Lucas, Benoît de Maillet ou Claude Sicard constituent du coup les prémices indispensables à la grande enquête dans laquelle vont se lancer à la fin du siècle les savants de la commission des sciences et des arts de l'expédition de Bonaparte. Le lien du coup entre ces deux ensembles de documents que l'on vous montre. Conscient donc que les connaissances sur l'Égypte font défaut, le gouvernement du régent puis celui de Louis XV vont charger divers protagonistes de compléter la documentation disponible et parmi eux Claude Sicard. Donc Claude Sicard est un jésuite qui va devenir professeur d'humanité au Collège de Lyon avant d'aller en 1706 à Alep où il va apprendre l'arabe, avant d'être renommé donc en 1712 supérieur de la maison du Caire. Donc il ne quittera plus l'Égypte jusqu'à sa mort en 1726, une mort de la peste. Sicard réunit absolument toutes les qualités nécessaires pour mener à bien sa mission scientifique. Donc jésuite, il connaît parfaitement bien le latin et le grec, ce qui va lui donner un accès direct au corpus de l'Antiquité classique et chrétienne, qui est donc source indispensable pour la géographie ancienne de l'Égypte. Il maîtrise l'arabe, ce qui lui permet d'entrer en contact avec les populations locales qui vont le guider, qui vont aussi lui apporter un certain nombre d'informations auxquelles d'autres voyageurs n'ont pas eu accès. Et enfin, il a une formation scientifique assez caractéristique des jésuites qui va lui permettre en fait de dresser des cartes dont vous en avez une ici. La première des tâches de ce père jésuite, qui est donc missionnaire, c'est de se consacrer à l'union des églises. Donc c'est tout naturellement qu'il va chercher à établir des relations avec la communauté copte. Vous connaissez l'importance du monachisme pour cette église et ça l'amène donc à rallier les divers monastères qui émaillent le désert égyptien. Dans cette quête, il va aussi chercher à déterrer, donc là j'emploie une de ces expressions, tous les vestiges de l'Égypte chrétienne, notamment les grottes des Anachorètes. Donc après avoir atteint les monastères du désert du Wadi Natroun, donc que vous n'avez évidemment pas là,
Il va traverser le Nil pour s'enfoncer dans les déserts arabiques, du coup en quête des monastères de Saint-Antoine et de Saint-Paul. Cette carte retrace ce voyage qu'il effectue en compagnie d'un moine maronite, Joseph Asmani, qui était chargé par la Bibliothèque Vaticane d'enrichir les collections de manuscrits coptes et arabes. Donc les deux hommes vont quitter le Caire le 23 mai 1716 et ils y seront de retour le 8 juin suivant, après une fête de la Pentecôte qu'ils fêteront au monastère de Saint-Paul. Donc, la carte suit... Vous me dites ainsi, quand je tourne la tête, vous ne m'entendez pas bien. La carte suit pas à pas, du coup, le récit que Sicard va adresser à son supérieur, le père Florio, le 1er février 1716, et il précise « La carte que vous aurez devant les yeux suppléera aux obscurités de ma plume ». Donc, c'est cette carte que vous avez là. Et de fait, vous allez remarquer que rien ne manque. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion à un moment de lire cette lettre que Sicard adresse à Fleuriot, tout ce qui est mentionné dans cette lettre figure sur cette carte. Donc après avoir remonté le Nil jusqu'à Beni Souef, où ils sont... Alors voilà, parfait. Beni Souef, c'est dans le creux. Voilà. Hop. Voilà, super. Ils sont rejoints ici donc à Beni Souef par deux Coptes. Ils traversent le Nil et ils atteignent du coup Bayad, que vous avez en face, où des guides et des montures les attendent. Le 26, un petit peu après minuit, ils vont commencer du coup la traversée des déserts de la Basse-Ebaïde, qui donne donc le nom à la carte. On a les dromadaires, voilà, super, de nos 4 compagnons qui sont dessinés au sortir de la gorge du Djebel qu'ils ont traversé là. On a même aussi, vous voyez, là, les citernes, ils mentionnent les citernes qui jaillissent de la roche. Donc, au détour du tracé cartographique, vous avez vraiment tout ce qui apparaît à nos voyageurs. Donc, le petit corbeau en dessous, c'est un petit corbeau, voilà, c'est un corbeau en fait qui va suivre pour des restes de nourriture, hein, tout simplement, la caravane quasi tout au long du périple. On a des gazelles, ouais, voilà, ça pareil, c'est des... Donc, super. En fait, ils en croisent un moment un petit groupe de 2, le soir même 4. Donc, à nouveau, le dessinateur les figure. Donc, elles sont croisées le matin dans la plaine du Sanour et 4 le soir. Ils font une petite halte sous un acacia, hop, qui était juste là, voilà. Donc, ils le dessinent également pour s'abriter un petit peu de la chaleur. Puis dépasse les ruines d'un monastère qui est déjà mentionné par Van Sleep comme étant celle d'une ville. Donc c'est un assez gros ensemble architectural. Puis ils atteignent le lit d'un fleuve asséché, normalement vous l'avez aussi. Très bien. Où ils vont passer la nuit. Le 28, le soleil n'est évidemment pas encore levé, qu'ils reprennent la route. Et Sicard note, la veille au soir, donc c'est avec une abondante provision d'eau que nous faillions mourir de soif. Donc c'est là d'où l'importance de la petite source d'eau un peu salée. La veille, les chameliers avaient en fait enduit les gourdes d'huile de lin pour les rendre perméables, et donc ça avait donné un goût extrêmement âcre à l'eau. Donc ils avaient 2 gourdes pleines qu'ils ne pouvaient pas boire. Du coup, ils trouvent cette petite source d'eau dans lequel ils s'abreuvent et ils sont absolument sauvés, on va dire ça. Et ensuite, donc parfait, et au loin apparaît l'enceinte du coup du monastère de Saint-Antoine. Donc là, pour atteindre Saint-Antoine depuis Bayad, il leur aura fallu à peu près 35 heures. Et hop, on bascule sur le petit plan du coup, donc c'est-à-dire, voilà. Donc ça, c'est le petit plan du monastère de Saint-Antoine qui est dressé par Sicard. Donc vous voyez à nouveau encore toute la minutie de ce qui est indiqué. Donc vous avez la trentaine de cellules, si vous voyez bien, lettre G, les 2 églises qui communiquent par la galerie avec une cloche, les lettres A, B et C, la tour dans laquelle les moines stockent leurs provisions et conservent leurs livres,
donc des livres que notre ami Assemani va, disons, acheter. Les différentes essences du jardin en haut, voilà, pareil, sont indiquées avec les lettres M, N, O, P. Chacune fait figurer très précisément, donc vous notez qu'aucun arbre n'est dessiné de manière générique, on va dire ça comme ça. Chacun a vraiment toutes les spécificités de l'essence. Et en dessous de ce plan, on a le dessin d'un moine dont Sicard donne une description très précise. Donc là, vous ne la voyez pas, mais en dessous de cette chemise de laine brune, vous avez une chemise de laine blanche, on a la tunique, on a la ceinture jusqu'aux souliers rouges. Là, j'en profite, puisque je ne l'ai pas précisé, Sicard est l'auteur intellectuel de la carte, c'est pas lui qui la dessine. Ça, c'est assez important. Il fait appel pour cette carte-ci à un dessinateur, un peintre d'icônes arménien. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier, mais il y a des traits assez caractéristiques dans le figuré du visage, les mains, les monts derrière. Ok. Donc, le 29 mai, à 5 h du soir, quand le soleil se montre un petit peu moins agressif, Sicard va prendre du coup, avec le moine maronite, la route d'un autre monastère, celui de Saint-Paul, un monastère que Václav n'avait pas pu atteindre en son temps, tellement en fait la route est dangereuse. Et quand Sicard parle au père supérieur du monastère de Saint-Andone pour lui préciser qu'il souhaite se rendre à Saint-Paul, celui-ci essaye de le décourager. Bon, Sicard a bien trop envie d'aller prêcher un petit peu la bonne parole chez ces coptes de Saint-Paul et donc s'y rend toutefois. À nouveau, on a sur la carte tout ce que croise le voyageur et également ce qui est intéressant, c'est-à-dire tout ce qui va être mentionné par les sources écrites. On ne va pas voir que ce que lui voit. Les carrières de marbre. Alors là, c'est le petit plan de Saint-Paul. Vous voyez qu'il est construit rigoureusement de la même manière que celui de Saint-Antoine. C'est un monastère qui est un petit peu plus petit. Il y a une quinzaine de moines seulement contre une trentaine pour le monastère de Saint-Antoine. Donc, les carrières de marbre, je vous le disais, on a aussi les animaux, donc comment Sicard précise des tigres, en fait, à défaut de tigres, ce sont plutôt des léopards, mais enfin, donc là, vous avez des tigres qui sont dessinés, des chamois, des boucs sauvages, vous avez même des autruches, voilà, qui sont tout en bas. Ensemble d'animaux qui peuplent donc le mont Kolzin. Sur le cartouche en dessous du plan de Saint-Paul, vous avez, voilà, donc vous avez un petit corbeau au-dessus, juste au-dessus, qui est donc symbole de figure divine, et c'est ce même corbeau qui apportait à l'ermite son repas chaque jour, voilà, d'où la petite nourriture qu'il a dans le bec. Et en dessous, vous avez deux lions, qui sont en fait les deux lions qui creusèrent la tombe de Saint-Paul. Donc après quelques jours passés à Saint-Paul, ils reviennent à Saint-Antoine, où ils font un détour par la mer Rouge, détour qui va permettre à Sicard de faire sa très longue dissertation sur la fuite d'Égypte, avec voilà. Donc il note des petites informations, on va dire astronomiques, techniques, tout le chemin qui apparaît. Et vous noterez du coup dans la légende alors oui, bon alors là du coup je vous commente ça. En fait c'est donc la fuite d'Égypte. Donc vous voyez d'un côté les Hébreux qui atteignent la Terre Sainte, poursuivis par un groupe armé, donc les Égyptiens, qui sont en train d'être engloutis par les vagues.
Alors on s'était fait cette réflexion, c'est un peu étonnant, la manière dont sont figurés les personnages donne l'impression en fait qu'ils vont à rebours en fait de la Terre Sainte, mais pas du tout. Voilà. Et donc dans le coin inférieur, vous pouvez noter que les lieux mentionnés par Sicard, voilà, super, identifiés par Sicard, là apparaissent dans à l'encre rouge. Voilà. Donc là, vous avez une illustration parfaite de toute la dissertation qu'il donne à Fleuriot. Donc, l'heure du retour sonne bientôt, et sur ce trajet, on en parlait tout à l'heure avec nos collègues, les voyageurs vont rencontrer une sorte de petit lézard, hop, voilà, qui ressemble ici à un crocodile nommé Waral. On retourne sur les bords du Nil, et c'est aussi du coup l'occasion pour Sicard de mentionner le puits du monastère de Jarnoux, qui est un puits censé mesurer la hauteur de la crue du Nil. Voilà, ici. Donc vous notez évidemment que cette carte est imprégnée du fait religieux, mais elle participe incontestablement au renouvellement des connaissances du territoire égyptien. Elle s'appuie sur l'expérience de terrain et un certain nombre de calculs que Sicard va effectuer. Donc, il mentionne évidemment tous les lieux de l'Égypte antique, mais ne délaisse pas non plus d'autres éléments. Donc, vous avez là les hypogées du site de Beni Hassem en dessous. Parfait. Voilà. Donc, on a l'Égypte chrétienne, l'Égypte antique. On a vraiment ici un catalogue visuel, donc des événements bibliques, de la géographie physique aux différentes espèces d'animaux, aux essences d'armes, pardon. Absolument rien n'est omis dans cette carte. C'est véritablement une carte encyclopédique qui est censée offrir en un seul coup d'œil une somme de connaissances sur un territoire donné. Et Sicard, dans son texte, ne va pas se cacher de l'exhaustivité dont il compte faire preuve. Je vous cite juste ça. Je vais vous détailler le nom et la forme de tous les monastères, montagnes, vallées, plaines, torrents, citernes, sources d'eau douce et salée, carrières de marbre, mines de sel, de talc, arbres, simples animaux, en un mot, tout ce qu'il y a de remarquable dans ces lieux si célèbres et si peu connus. Et voilà. Donc là, vous avez... Parfait. Donc quand il achève cette carte, on est en 1717, et le régent va le charger de faire une recherche plus exacte encore des anciens monuments qu'il trouvera en Égypte et d'en dessiner des plans. Il va s'atteler à cette tâche de manière assez rigoureuse et explorer l'Égypte plus loin en fait qu'aucun autre de ses prédécesseurs. Et l'ensemble des connaissances qu'il va accumulé va lui permettre, alors là je vais peut-être passer voilà, super, va lui permettre de lever la carte de l'Égypte en divisée en 58 noms, dont je vais vous mettre ici une copie, voilà, qu'il produit en 1722. On a perdu l'original, et du coup en fait ne subsiste que 2 copies conservées aux cartes et plans, donc. Cet exemplaire-ci et un autre exemplaire de Danville, faisons encore le lien avec nos futurs documents, exemplaire qui va être embarqué avec l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Donc l'expédition d'Égypte, Gennaro vous l'a assez bien résumé. Ce qui nous intéresse ici, c'est évidemment pas l'entreprise militaire, mais bien l'entreprise scientifique. Donc c'est une troupe de 160 savants qui va rejoindre l'armée d'Orient, et parmi eux, Henri-Joseph Redouté, qui est donc peintre au Muséum d'Histoire naturelle et qui nous a laissé de son récit, un récit absolument fantastique de son périple qui est conservé à l'Arsenal. Bon, et je te laisse, Fabienne. Alors, attends, du coup. Alors, lorsqu'Henri-Joseph Redouté arrive en Égypte, il a 32 ans et c'est un artiste qui est reconnu dans le domaine de la peinture naturaliste. Voici
son portrait, issu d'une série de portraits des savants, des ingénieurs et des artistes qui ont participé donc à cette expédition d'Égypte. Il est originaire de Saint-Hubert dans les Ardennes, dans une région aujourd'hui située en Belgique. Il est issu d'une famille de peintres, puisque son père Charles et ses deux frères aînés, Antoine Ferdinand et surtout Pierre-Joseph, le plus connu, sont également peintres. Pierre-Joseph, lui, c'est le célèbre redouté des roses, le peintre de fleurs. Henri-Joseph rejoint ses frères à Paris en 1785, il y termine sa formation et il choisit sa spécialité de peintre naturaliste et assez vite il se constitue une bonne clientèle de collectionneurs et de savants. En 1795, il devient officiellement peintre des vélins du Muséum d'histoire naturelle pour les animaux, tandis que son frère Pierre-Joseph, lui, le devient pour les plantes. Il est très proche du naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, avec lequel il travaille très régulièrement. Il mène une vie paisible, mais il rêve aussi de voyages. Il a souhaité participer en 1791 à l'expédition d'Entrecasteaux qui avait été envoyée à la recherche de la Pérouse, mais il n'a pas pu pour des raisons familiales. Et donc 7 ans plus tard, il n'hésite pas une seconde à répondre à l'invitation qui lui parvient de rejoindre en qualité de dessinateur les savants, les ingénieurs et les artistes rassemblés pour accompagner Bonaparte dans une expédition outre-mer, puisque la destination de l'Égypte est tenue secrète pendant très longtemps. Notons qu'il est le seul artiste spécialisé dans l'histoire naturelle à participer à l'expédition. Donc le 23 avril 1798, c'est le départ de Paris, en compagnie de collègues du muséum, les frères Saint-Hilaire et Savigny, et d'un officier du génie. Ils arrivent à Toulon, et à Toulon, les membres de la commission des sciences et des arts sont répartis sur différents navires de la flotte. Alors on peut signaler qu'à ce stade, et pendant un certain temps encore, la cohabitation entre les savants, comme les militaires désignent le groupe de manière globale, et donc les militaires, cette cohabitation n'est pas facile. Dans son journal, Redouté explique que ses compagnons et lui sont plutôt maltraités. Ils sont mal logés à terre et ils sont aussi mal logés à bord. Ils ont de simples hamacs qui sont très mauvais. Ils sont aussi mal nourris. Et même par la suite, les soldats vont surnommer les petits ânes égyptiens les demi-savants, ce qui n'est pas très sympathique. Le navire à bord duquel est Redouté, la frégate La Diane, quitte Toulon le 19 mai. La traversée jusqu'à Malte, puis jusqu'à Alexandrie, est assez mouvementée. La mer est agitée, Redouté a le mal de mer. Il y a une alerte aussi à la vue de navires espagnols au loin. Mais ça donne aussi l'occasion d'observer des animaux marins, des tortues, des marsouins, des requins. Et finalement, on arrive à Alexandrie. Le débarquement est assez compliqué et il se produit juste après la conquête de la ville par l'armée française. Rien n'est vraiment prévu pour les savants de l'expédition. Donc Redouté et ses compagnons, les premiers jours, doivent se contenter de dormir par terre dans la maison du consul anglais, où ils sont joyeusement attaqués par des puces, des punaises, des moustiques, et où ils n'ont presque rien à manger. Donc le premier contact est quand même une grande désillusion qui va perdurer un certain temps. Ainsi, si on peut passer à la caméra, donc le journal de Redouté nous donne des indications. Donc dans le premier carnet de son journal, Redouté donne sa première impression d'Alexandrie et évidemment il s'attache, pétri de culture antique qu'il est comme tous ses compagnons, il s'attache à la cité ancienne. Alors voici ce qu'il en dit. Notre premier soin fut de visiter cette ancienne cité qui est jouie autrefois d'une si grande célébrité. Mais nous pûmes nous défendre d'un sentiment de tristesse à la vue des décombres amoncelés qui entourent la ville. Ce n'est plus cette brillante Alexandrie que des conquérants illustres par leurs exploits ont rempli l'univers d'étonnement et où l'admiration courroie chercher des merveilles. C'est ici que le spectateur impartial peut vérifier des relations trop souvent exagérées par un enthousiasme ridicule. Alors, parenthèse, la syntaxe de Redouté est parfois assez redoutable. Et l'Alexandrie moderne ne jouit pas plus de ses faveurs, puisqu'il dit que cette nouvelle ville n'est plus qu'une chétive bourgade qui n'offre rien de bien remarquable parmi ses édifices. Mais lui et les autres artistes et savants vont s'adapter rapidement et ils vont se lancer dans des visites et des explorations. Alors si on repasse au diaporama,
Ils vont donc visiter les monuments et les vestiges de l'Alexandrie ancienne. Alors voici l'Alexandrie ancienne et l'Alexandrie médiévale, puisque voici les restes du mur d'enceinte arabe. Ils visitent également la colonne de Pompée, laquelle colonne est dûment mesurée sous la conduite de Vivant Denon à l'aide d'un cerf-volant. Il voit aussi les aiguilles de Cléopâtre, les catacombes et le bain de Cléopâtre. Et puis, il observe aussi, toujours naturaliste, il observe la végétation et les cultures qui sont pratiquées au milieu des ruines et des décombres de cette ville ancienne et médiévale. Il s'attache aussi à la ville moderne et voici une maison turque dont il a levé le plan et qu'il a dessiné. Parce qu'après une première impression plutôt négative, Redouté va apprivoiser la ville et il va s'intéresser beaucoup à l'architecture des maisons modernes. Il va s'intéresser aussi à l'ameublement, il va s'intéresser aux costumes. Il y a chez lui un intérêt constant et quasi ethnographique pour les choses de la vie quotidienne des Égyptiens. Et c'est une caractéristique qu'on va retrouver tout au fil de tous ces carnets et qui provient probablement d'une sensibilité personnelle qui s'allie à ses habitudes d'observation naturaliste. Il arborise donc aux environs de la ville et puis il a l'occasion d'observer des petits animaux en captivité, par exemple ce caméléon. Et puis ces gerboises, il a même récupéré 2 petites gerboises qu'il garde dans sa chambre, qu'il apprivoise, mais qui seront bien malheureusement tuées par les rats qui infestent son appartement. Le 1er août 1798, il assiste en spectateur de loin, depuis une terrasse, à la bataille d'Aboukir. Et c'est un spectacle qui l'impressionne évidemment énormément. Et au mois d'août suivant, enfin la fin du mois d'août, il va partir avec une caravane militaire vers la ville de Rosette, donc à l'est d'Alexandrie, à l'autre extrémité de la baie d'Aboukir. La caravane longe la plage qui est encore constellée des cadavres des victimes de la bataille navale, ce qui est un spectacle absolument atroce. Redouté et ses compagnons affrontent pour la première fois aussi le désert et la chaleur, et c'est un trajet fort éprouvant. Et ils arrivent sur les bords du Nil, et là, Redouté est émerveillé par la beauté et la fertilité des rives du Nil. Et si on peut passer à la caméra pour voir le texte du carnet 2. Donc voilà ce qu'il écrit du Nil. On croit entrer dans un monde nouveau. Le contraste ne peut être plus brusque ni plus frappant. Les plaines arides et sablonneuses ont disparu tout à coup, comme par enchantement, pour faire place à des campagnes riantes, arrosées par un fleuve majestueux qui promène lentement ses eaux entre 2 rives toujours vertes. Ce ne sont plus ces ruines affligeantes, ces déserts hideux d'une éternelle stérilité. C'est la nature parée de tous ses dons, répandant ses bienfaits avec la plus grande profusion. Si on peut repasser au diaporama. Donc il est Redouté et absolument enchanté par la ville de Rosette, par l'amabilité de ses habitants et par ses jardins luxuriants qu'il va décrire minutieusement dans ses carnets. Les palmiers, les orangers, les citronniers, le cédrat, le grenadier, les mimosas, le jasmin, les roses et le dattier qui le fascine tout particulièrement puisqu'il lui consacre pas moins de 4 pages. Du 10 au 18 septembre, avec d'autres artistes et savants, il va accompagner les généraux Menou et Marmont dans une mission de reconnaissance du delta. Et le journal contient alors de nombreuses observations botaniques et zoologiques, mais aussi des descriptions de la vie quotidienne des Égyptiens, pauvres ou riches. Par exemple, si on repasse sur la caméra, dans le carnet 2, il y a la description d'un dîner très raffiné offert par un cheikh local le 12 septembre avec description du menu, description de la vaisselle, description du service et donc un petit dessin montrant les coussins sur lesquels vont s'asseoir les convives par terre et puis la table centrale. Petite parenthèse quand même par rapport à cette circulation dans le désert et dans le delta, il faut
peut-être insister aussi sur l'épreuve physique que va représenter pour ces savants et pour ces artistes qui sont peu habitués. On peut repasser sur le diaporama, s'il vous plaît, qui sont peu habitués à ces conditions d'inconfort, cette chaleur, ces marches incessantes et ces chevauchées. Par exemple, le 14 septembre, Redouté et son cheval sont tombés à l'eau. Redouté a failli se noyer, il a perdu dans cette chute son portfolio avec 40 magnifiques dessins faits à Alexandrie, à Rosette et dans le Delta. Après cette aventure, le peintre préfère se déplacer à pied, donc il va continuer son voyage à pied avec les soldats. Et puis il y a aussi un danger tout à fait réel, puisque il y a beaucoup d'opposants à l'arrivée des Français en Égypte. Et par exemple, le 15 septembre, l'un des compagnons de Redouté, le peintre Joly, va être tué dans une embuscade par un village hostile. Et dans cette même embuscade, Redouté lui-même est poursuivi par quelqu'un qui lui tire dessus avec une carabine. Donc il a évidemment très peur et c'est un danger vraiment très présent. Mais pourtant, lui et ses compagnons continuent au fil du voyage à herboriser, à dessiner, à prendre des notes. Voici un dessin de la région de Rosette. Et donc il retourne à Rosette après avec les militaires, et lorsqu'il revient à Rosette, il apprend par une lettre qu'il a été nommé à l'Institut d'Égypte, au nouvel Institut d'Égypte, donc créé par Bonaparte, et il part immédiatement pour le Caire, où il va arriver le 22 septembre 1798, c'est-à-dire le premier vendémiaire, le nouvel an du calendrier républicain, que le contingent français célèbre par une grande fête publique. On peut repasser à la caméra. Alors, contrairement à Alexandrie, le premier contact avec le Caire est absolument enchanteur. Donc, dans le carnet 4, à la page 11 et 12, voici ce qu'écrit Redouté lorsqu'il arrive au port de Boulac. Le spectacle qui s'offrit à nos yeux nous causa un véritable ravissement. On distinguait d'abord à droite et au milieu des sables du désert les 3 pyramides de Gizeh, et à gauche la ville du Caire, comme réfugiée sous la chaîne du Mokattam qui la domine au sud et au pied duquel est bâtie la citadelle. Cette ville est remarquable par les contrastes que présentent ces maisons de couleur sombre et d'immenses mosquées qui font ressortir leur masse, par leurs couleurs blanches et leurs élégants minarets qui s'élèvent dans les airs comme des flèches. Ensuite, on voyait des kiosques, des tombeaux, des coupoles de toute grandeur, la plupart surmontées du croissant. Donc Redouté s'installe, retrouve ses compagnons déjà installés au Caire depuis quelques semaines, et presque tous les savants sont installés dans le même quartier, El Masserier, situé sur un côté de la ville et qui sera connu ensuite sous le nom de quartier de l'Institut. Si on peut repasser aux diapositives, merci. Ils occupent les maisons des bey et des mamelouks qui ont fui la ville. Voici une représentation des salles dans lesquelles se déroulent les séances de l'Institut d'Égypte. Donc Redouté participe à ces séances qui ont lieu dans cette belle maison, une maison qui appartient à Cassim Bey, et il tient même un journal précis de ces séances. Séances auxquelles Bonaparte assiste en tant que président de l'Institut d'Égypte. Il a doté l'Institut d'une bibliothèque, de laboratoires de physique et de chimie, d'un observatoire et même d'une ménagerie. Et, exactement comme aux séances de l'Institut national à Paris, on traite de tous les sujets scientifiques et archéologiques avec quand même une orientation très nette vers le développement et la mise en valeur économique du pays. Et Redouté, bien ma foi, il s'adapte peu à peu à la ville et la parcourt très volontiers. Sauf que, au mois d'octobre, très exactement du 21 au 23 octobre, a lieu une révolte au Caire contre la présence française. Et Redouté ne doit la vie qu'à un retard pris à se mettre en route. Il était en effet invité à déjeuner chez le général Caffarelli, et en fait la maison du général a été investie et tous les invités déjà présents, déjà arrivés, ont été assassinés. À partir de cette date, le danger se fait vraiment sentir. Les membres de la commission se retranchent dans les locaux de l'Institut et se préparent à défendre leur vie par les armes. En ville, il vaut mieux éviter les déplacements et il ne faut surtout pas s'éloigner seul de la ville, surtout pas sans être escorté par un détachement militaire. Et c'est précisément dans ces conditions
qu'au mois de janvier suivant, Redouté participe à une expédition scientifique au Wadi Natroun, c'est-à-dire vers les lacs de Natron, dans le désert occidental de l'Égypte, à environ 75 km à l'ouest du Caire. Le natron, c'est un composé minéral très utilisé par les anciens Égyptiens pour leurs cérémonies religieuses et qui est essentiel au processus de momification. Les savants sont encadrés par une escorte très fournie et très armée. On va camper près d'une forteresse, le Kasr. Est-ce qu'on peut repasser... Non, pardon, j'ai rien dit. Redouté va dessiner une vue générale du site, entouré par quelques Arabes de notre escorte qui vinrent s'accroupir auprès de moi et qui regardèrent le dessin comme un talisman qui devait nous préserver de tout danger dans le voyage. Il effectue des relevés topographiques des lacs de Natron. Et si on repasse sur le diaporama, on peut voir les vues qu'il a dessinées, donc la vue générale de la forteresse, et puis près des lacs se trouvent plusieurs monastères chrétiens, donc qui ont déjà été visités par le père Sicard, et déjà décrits sur la carte que vous a montrée Julie tout à l'heure. Certains de ces monastères sont en ruine, d'autres sont encore habités. Monastères syriens, coptes et grecs, qui sont visités en détail et décrits très minutieusement par Redouté, l'architecture fortifiée et le décor. Et voilà la diapositive. Donc, de la forteresse et du monastère d'Er Saïdé. Et puis, les d'autres images, donc le monastère Mba Bishoy et le couvent Saint-Macaire. Redouté décrit aussi les conditions de vie des moines. Il décrit leur austérité, la misère dans laquelle ils vivent et leur mauvais état de santé, leur absence de pratique intellectuelle ou spirituelle d'ailleurs et la pauvreté de leur bibliothèque. Et puis il insiste aussi sur la joie délirante que ces moines éprouvent à voir des chrétiens conquérir l'Égypte. Pendant les premiers mois de cette année 1799, après le retour au Caire, on voit très clairement dans le journal de Redouté que la situation se tend. C'est au moment où Bonaparte, lui, mène une campagne militaire en Syrie. De nombreuses pages du journal relatent les événements militaires, les bruits de révolte des Arabes dans les environs, la pression des Anglais par la mer vers Alexandrie, et puis aussi les rumeurs de l'épidémie de peste qui sévit à Alexandrie, à Rosette, et qui se rapproche peu à peu du Caire. Et on sent croître l'angoisse et le découragement. Les notations personnelles se font de plus en plus rares, hormis une chronique de la chaleur qui monte et devient étouffante, et parfois aussi de longues descriptions quasi ethnographiques des mœurs et coutumes locales. Par exemple, un mariage turc, ou bien encore une visite au hammam, ou encore des descriptions de vases et des jarres qui servent à conserver l'eau fraîche. Et d'ailleurs, Redouté devient une sorte de spécialiste des représentations de vases. Il en dessine beaucoup, donc en voici quelques-uns. Voilà, celui-ci qui est assez spectaculaire. Il s'intéresse beaucoup à la vie quotidienne, il va tenir une chronique même régulière des légumes et des fruits de saison qui apparaissent sur le marché, il rend visite à des notables qui se proclament amis des Français, mais il est vraiment très conscient de la sourde hostilité qui l'environne. Et cette petite colonie de savants et d'artistes s'ennuie, s'inquiète et voudrait bien rentrer chez elle. Si on passe sur le carnet... Voilà. Donc dans le carnet 6, Redouté rend compte d'un pique-nique pendant lequel lui et ses compagnons ont échangé leurs espoirs et leurs angoisses. Il emploie les termes de désastre, de malheur, espèce de captivité. On espère le renvoi en France des membres de la Commission des Arts et, dit-il, cette pensée agréable a jeté un peu de baume dans nos cœurs par l'anxiété où nous nous trouvons, puisque chaque jour les nouvelles politiques deviennent de plus en plus alarmantes sur notre position. Tout nous présage une fin malheureuse dans la conquête de ce pays. Tous les genres de malheurs nous accablent. Nous apprenons sans cesse la perte de personnes qui nous sont chères, nos amis tués ou massacrés par des barbares. Enfin, diverses maladies qui diminuent nos forces, telles que la peste, la dysenterie, l'ophtalmie et le mal vénérien qui frappe les soldats. Une seule nation civilisée nous réprouve et nous tient bloqués depuis plus d'une année sans que nous puissions recevoir aucune nouvelle de notre patrie ni de nos familles. C'est donc pour ces Français, ces savants, je cite, un état cruel plus affreux que la mort même. Et ils perdent peu à peu leur motivation de chercheurs et ils craignent même de perdre les résultats de leurs travaux.
Mais Bonaparte revient de Syrie quelques jours plus tard et il va relancer l'activité de l'Institut d'Égypte et des membres de la commission. Si on peut repasser au diaporama. Et c'est l'occasion pour Redouté de faire devant le général en chef et donc devant l'Institut, une communication le 4 juillet 1799 sur les poissons du Nil, poissons qu'il a assidûment dessinés pour son ami le zoologue Geoffroy Saint-Hilaire. Donc voici le trembleur du Nil. Ces dessins font partie d'une série magnifique qui appartient désormais à la collection des Vélins du Muséum d'histoire naturelle. Donc le barbeau du Nil. Alors, notons quand même que Redouté, qui était assez intimidé par la présence de Bonaparte, a pris soin de faire approuver sa communication à l'avance par Bonaparte, parce qu'il avait très peur que celui-ci ne lui pose des questions pendant la séance. Et Bonaparte, magnanime, après avoir admiré les dessins, lui a promis qu'il se tiendrait quoi? Alors, voici mon préféré, le Tétrodon Phaaca. Et donc, l'Institut d'Égypte continue vaille que vaille ses séances. Et cette sociabilité est toujours plus précieuse pour les savants et artistes qui sont isolés dans le quartier éloigné des autres Français. Si on peut repasser sur le carnet, voici ce que Redouté écrit sur leurs conditions de vie. Nous pouvons nous regarder comme dans un pensionnat, logés près les uns des autres dans la même enceinte. Notre seule satisfaction est de voisiner ensemble. Dans nos moments de loisirs, nous fumons la pipe en nous entretenant de choses plus agréables qui font distraction à nos inquiétudes. Le travail est souvent un soulagement à nos peines d'esprit. Les jours de séance de l'Institut donnent pendant quelques heures de la soirée l'agréable réunion des membres et des personnes qui y assistent. Mais le plus doux amusement qui nous reste, c'est de nous rassembler le soir, vers 7 ou 8 heures, au jardin de l'Institut, où nous allons prendre le frais sous les arbres des mimosas auprès d'une citerne. On y mêle les anecdotes plaisantes et les aventures qui nous sont arrivées. Si on peut repasser sur le diaporama. Voici donc une représentation de ce jardin de l'Institut par Dutertre, autre artiste, membre de l'expédition. Et enfin, quelque chose se passe, puisque au mois d'août, on annonce que Bonaparte veut aller en Haute-Égypte et qu'il veut y emmener tous les savants qui le souhaitent. Et ça va donc être pour Redouté un nouveau départ. Donc là, vous avez eu toute la partie de Redouté au Caire, dans les déserts, etc. Là, on va maintenant passer à la Haute-Égypte. Donc en novembre 1798, vous le savez sans doute, mais Vivant Denon va suivre l'expédition de Dezay contre Mourad Bey en Haute-Égypte. Quelques mois plus tard, en mars 1799, une mission dirigée par Pierre Simon Girard est chargée d'effectuer un relevé du Nil et de recueillir par la même occasion des renseignements sur l'agriculture, le commerce, les monuments modernes et antiques de cette région. On est évidemment très loin d'avoir épuisé le sujet et les descriptions et dessins de Vivant Denon vont convaincre Bonaparte de confier à un petit contingent d'hommes le relevé des antiquités, de la Moyenne et de la Haute-Égypte. Il va nommer pour cela 2 hommes, Louis Costaz et Joseph Fourier, à la tête de 2 commissions. Et Redouté va être de la seconde, qui va l'entraîner dans les 2 mois les plus fructueux de son périple. Donc la commission Costaz va quitter le Caire le 19 août et la commission Fourier le 26. Là, on va voir tout un récit de ce voyage et les sites et monuments défilent à mesure que l'on remonte et descend le Nil. Donc, ils partent le 26 du Caire. Le 27 août, à midi, apparaissent les pyramides de Saqqara. Donc, vous avez ici un dessin de Jomard. Le voyage se poursuit et le lendemain, donc le 28, on atteint Beni Souef, dont vous vous souvenez évidemment avec la carte de Siccar. Le 30 août, on atteint Antinoé, dont Redouté va nous faire une longue description et qu'il remettra à Jomard et qui va, alors je suis désolée, du coup je l'ai pas mis, mais qui va donner lieu à une très belle planche de Cécile dans la description de l'Égypte. Il va évoquer plus loin, alors là je veux bien qu'on passe sur le carnet,
Donc, cette ville romaine du Bas-Empire paraît avoir été occupée de nouveau depuis sa fondation par un peuple plus moderne et moins industrieux dans les arts, comme l'indique son sol, et que quelques auteurs l'affirment. L'enceinte est recouverte par monticule d'une grande quantité de tessons, de vases de terre et particulièrement d'un pot à anse. Et il note, ces vases grossièrement travaillés ont la forme d'un cône avec 2 anses placées dans le haut. Il ne peut se tenir debout qu'enfoncé dans le sable. Le fond contient un dépôt adhérent d'une couleur noirâtre et luisante. J'ai fait le dessin de ce vase qui se trouve dans le grand ouvrage. Alors là, je veux bien qu'on repasse sur la diapo. Voilà. Donc Fabienne vous a montré tout à l'heure tout un ensemble de vases. Et en voici un autre, si vous avez l'occasion de feuilleter les planches de la description d'Égypte. Donc là, en l'occurrence, les ouvrages Égypte moderne, vous noterez l'ensemble de ces dessins par Redouté. Le 31 août et le 1er septembre, Redouté retrouve Dezay à Assiout. Il visite les tombes rupestres et donne une description des bas-reliefs où il note, donc ça c'est dans le carnet 7, feuille 25, toutes ces grottes sont remplies de décombres et fouillées journellement par les paysans pour en prendre les momies. Aussi, le pavé est couvert de sable, de pierres et de fragments de linge ou des os humains. Nous en visitâmes une qui paraissait avoir été consacrée à des embaumements d'animaux, car nous avons retrouvé plusieurs crânes de chiens ou d'autres débris d'ossements d'ibis. Hasard des rencontres, le 6 septembre, alors que Dezay part vers Beni Souef, à la poursuite de Bourhan Bey, Redouté note, donc les feuillets 44 et 45. Nous quittons Kéné en même temps que lui pour continuer notre route. Nous rencontrâmes une germe qui descendait le Nil où se trouvait M. Girard, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Donc Girard, celui-là même qui est parti en novembre 1799. Le 7 septembre, la commission va atteindre les abords de Thèbes, une brève escale qui va ne faire qu'attiser la curiosité des savants. Redouté note, nous arrivâmes à Luxor vers 3 heures de l'après-midi, quoique le but des commissions fut de commencer ces travaux à partir de Syène en descendant, l'avide curiosité de voir l'emplacement de la fameuse ville de Thèbes l'emporta contre la décision, et nous transportant aussitôt au village de Luxor situé au bord du Nil où on voit encore des restes magnifiques d'un temple égyptien. Quelques collègues poussèrent leur reconnaissance jusqu'à Karnak, à plus d'une lieue, où se trouve un superbe palais. On aperçoit de tous côtés, à droite et à gauche du Nil, dans une immense vallée, des antiquités qui embellissaient cette ville ancienne. Nous espérons demeurer quelque temps à notre retour de Syène pour examiner ces divers monuments. 5 jours plus tard, donc alors là, je veux bien qu'on repasse, c'est un jeu, voilà, super. Donc ils arrivent à Philae, donc ici vous avez un bas-relief. Pareil, encore un dessin préparatoire pour la description de l'Égypte. Et les 2 commissions, donc Costaz et Fourier, se rejoignent pour commencer l'étude méthodique qui va être la principale source des volumes de mémoire et de planches qui sont consacrés à l'Antiquité dans la description de l'Égypte. Au fil du Nil, du coup, les monuments qu'on a aperçus un petit peu trop brièvement à l'allée sont l'objet d'un relevé systématique et exhaustif. Et le 20 septembre, l'équipe va retrouver Prosper Jollois et Étienne Villiers du Serrage, qui sont l'auteur de journaux que vous connaissez peut-être, et qui étaient partis justement avec Girard. Redouté va copier avec attention tous les bas-reliefs, les décors architecturaux, les statues, comme l'attestent Jollois et Villiers dans une description qu'ils vont faire donc de cette planche-là, qui est un bas-relief sculpté dans la galerie sud du péristyle du palais de Médina-Tabou, où il note « Toutes ces figures sculptées sont revêtues de couleurs vives et brillantes qui ont été copiées avec un soin scrupuleux par notre collègue M. Redouté ». Donc, Redouté tâche d'être le plus fidèle possible. Il reste toutefois novice dans l'art égyptien, il a assez peu de temps. Comme Fabienne vous le disait, les conditions matérielles de ces expéditions sont assez précaires, donc peu de temps. Et du coup, on a des dessins qui pâtissent de certaines lacunes. Vous noterez notamment le tracé des mains, qui est une erreur assez récurrente dans la figuration de l'ensemble de ces bas-reliefs. Il demeure toutefois que malgré ces petites erreurs, les dessins et les descriptions restent une source inestimable puisqu'elles vont permettre de documenter des monuments qui sont aujourd'hui disparus. On peut penser
au temple d'Amenhotep qui est situé sur l'île éléphantine, qui a été détruit en 1822, dont on dispose d'assez peu de relevés, ou encore le bas-relief que vous avez ici, qui ornait le linteau de la Mamisie de Komombo. Redouté prend un soin particulier à décrire tous les monuments qu'il visite. Il va insérer sans cesse des notes. Alors là, on vous a mis un cliché qu'on vous montrera ensuite, mais de tout cet amas de notes en fait, qui caractérise les manuscrits de Redouté, qui ajoutent en permanence des petits encarts qu'il a pris ça et là pour venir encore préciser son propos. Il donne donc toutes ces informations sur les monuments antiques, bien entendu, mais également des informations assez précieuses sur les conditions matérielles de son périple. Donc il s'agit des dangers qu'on a déjà mentionnés qui jalonnent le parcours, des difficultés financières, mais également du climat qui règne sur les sites, donc comme on le voit sur le carnet. Voilà, le temps était calme et le soleil brillait dans un ciel sans nuages lorsque nous commençâmes à monter ce terrain élevé. Il faisait une chaleur excessive et le sable était alors tellement échauffé qu'on ne pouvait le gravir ni toucher sans douleur tant les pieds nous cuisaient. Donc, émerveillé par les ruines antiques, il ne délaisse pas pour autant l'Égypte moderne comme il l'avait fait précédemment. Et chacun des lieux qu'il visite va commencer par une petite description plus ou moins brève de la ville contemporaine. Je ne sais pas si vous aviez noté, mais quand on avait regardé les carnets sur Rosette, vous y aviez une petite feuille, un petit feuillet mobile où il y avait tout un ensemble d'éléments sur la ville de Rosette. Donc là, on le voit particulièrement bien dans ce carnet numéro 7 qui décrit la première partie de son voyage en Haute-Égypte. Donc on a une déambulation dans les rues et toute l'architecture qui apparaissait déjà pour le delta, là, prend à nouveau forme, comme celle des maisons d'Assiout, par exemple. On a des passages sur les coutumes et les mœurs, quand il décrit les prostituées. On a aussi les interrogations d'un voyageur occidental qui s'exprime comme à Guirguet, par exemple, donc feuillet 34, où il note « Nous vîmes, parmi les rues de Guirguet, une vieille femme aveugle qui était nue comme la main. En ayant demandé la raison, on nous répondit que c'était une santonne qui inspire au peuple une grande vénération. » Le récit est parfois émaillé de petits dessins, comme le panier de pêche, voilà. Ou plus loin, je ne sais pas si on feuille 72, un système de pêche à cloche. Voilà. Donc, après, c'est des procédés qui sont par ailleurs documentés par d'autres auteurs. Donc, évidemment, Redouté ne parvient pas à lutter contre ses penchants naturalistes. Il va extraire quelques scarabées d'un tas de fumier. Il va faire des digressions sur les plantes parfois extrêmement longues. Je veux bien qu'on repasse sur le diapo, voilà. Et notamment sur le palmier d'Aum. Donc, vous avez là une illustration, encore une fois, conservée au Muséum d'Histoire naturelle. Finalement, on aurait pu le faire à 4 voix, hein. Donc, on ne cesse de vous le dire, mais c'est un voyage qui n'est pas sans danger et sans mésaventure. Donc, parfois, il n'y a pas de conséquences dramatiques, si ce n'est la perte de dessin. À nouveau, Redouté va tomber dans l'eau. À nouveau, une barque va se coincer, va s'embourber. Parfois, c'est quand même un petit peu plus cruel, comme lorsque Redouté va relater la mort d'un soldat qui se noie sous ses yeux, juste avant que ne reprenne le chemin vers le Caire. Donc c'est sur cette note assez peu joyeuse que s'amorce le retour vers la capitale, donc au carnet 8. Enfin, voilà. Où il note « Nous partîmes de Ménésouef vers 10h du matin ». Donc Ménésouef, c'est vraiment une sorte de petit hub. On est donc à ce moment-là le 2 novembre. Il ne nous restait plus que 5 hommes d'escorte, ayant été d'obliger les autres à minier. Nous rencontrâmes le soir une colonne de troupes commandée par le général Rampon qui remontait sur la rive droite du Nil, cherchant Mourad Bey. Donc vous voyez vraiment tout le temps le côté militaire, hein, bien sûr, parce qu'on a tendance à un petit peu scinder les choses, mais on est vraiment dans un environnement très contraint pour ces savants.
La nuit fut très sombre et le Nil était un peu agité. Nous restons entravés une partie de la nuit et nous fûmes séparés de la felouque armée. La journée du 11 brumaire, donc le 3 novembre, le vent du nord nous étant contraire pour descendre le fleuve, on naviguait très lentement. Nous continuâmes ainsi la fin de notre voyage en nous dirigeant vers le Caire où nous débarquâmes le 13 brumaire en 8, donc 4 novembre 1799, à 8 heures du matin au port de Boulac, par un brouillard très épais après une absence de 71 jours ou de 2 mois et 10 jours. Donc Redouté va poursuivre ses travaux, mais on voit au fil des pages que le découragement croît à mesure que les mois s'écoulent. L'ensemble des savants a toujours trop peur finalement de rater un départ qui est soi-disant imminent. Ils vont assez peu s'éloigner du Caire. Redouté va se joindre aux expéditions qui se déroulent dans ses alentours. La plus riche sera celle qu'il effectue en décembre 1799 à Gizeh, Saqqara et Memphis. Une expédition qui doit permettre de détailler les mesures et les données prises lors des différentes visites faites aux pyramides de Gizeh. Redouté va nous raconter cet épisode et accompagner sa description de plusieurs croquis. Alors, hop, pardon, je veux bien qu'on repasse sur les carnets. Le carnet 9, il est 32-37. Donc, vous voyez des croquis qui montrent bien. On a le petit calque, par exemple. Voilà. Donc là, ouais, donc, voilà. Donc tout l'intérêt qu'il va porter à la topographie des monuments, à leur fonction religieuse, à leur fonction sociale. Au feuillet 37, vous avez une copie de hiéroglyphes. Voilà. Super. Donc, je veux bien qu'on repasse sur voilà. Donc, à Memphis, vous avez ici la mesure du point de Ramsès. Donc, pareil, il va couvrir des pages et des pages concernant cet épisode. Là, vous avez un dessin de Duterte, pardon. Donc ça va être la dernière grande excursion de Redouté qui ne s'embarquera pour la France qu'en septembre 1801, donc à la suite de la capitulation du général Menou. Et donc, si les savants peuvent conserver une partie de leurs travaux, notamment apparemment grâce à un coup d'éclat de Geoffroy Saint-Hilaire, certaines pièces antiques majeures rallient Londres, donc notamment le point du colosse de Memphis et la pierre de Rosette que vous pouvez voir désormais au British. Le 17 novembre, donc, Redouté débarque enfin à Marseille, après un confinement de 25 jours, donc c'est d'actualité, dans le lazaret de la ville. Il est le 8 janvier, de retour à Paris, où une nouvelle aventure commence pour lui. C'est l'aventure éditoriale, donc je vous ai mis une planche que j'aime bien, mais de la description de l'Égypte, qui sera donc pour lui l'occasion d'exploiter dans un projet d'envergure impériale l'ensemble de ce qu'il a pu faire en Égypte. Et donc cette description qui jettera les bases d'une science nouvelle, l'égyptologie, et je laisse Fabienne poursuivre. Alors, une fois Redouté de retour à Paris, et bien sûr, il voudrait publier son récit de voyage, comme l'a fait Vivant Denon. Et c'est pour cela qu'il va, en fait, réécrire ses carnets. Les 8 premiers carnets, en effet, sont calligraphiés et, pour ainsi dire, préparés pour l'impression. Alors, on peut bien sûr s'interroger sur le moment auquel cette réécriture intervient. Alors, peut-être déjà en Égypte. Si on regarde si on passe sur la caméra, on voit en fait que les carnets sont différents les uns des autres. C'est-à-dire que les premiers carnets sont des carnets à reliure occidentale. Ils sont recouverts de papier vert. Mais pour les 8 suivants, ce sont des carnets à reliure orientale qui ont été très certainement achetés pendant le séjour. Donc voici
Voilà, voici le carnet occidental, de type occidental, donc un carnet acheté à Paris. On a même, pour certains, une petite étiquette du papetier. Et puis, voilà, des carnets, cette fois, à reliure orientale. Donc vous remarquez le rabat. Et vous remarquez également les estampages à froid sur la reliure. Je suis un lutrin vivant, j'espère que vous appréciez. Voilà, on voit très bien. On voit très bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le travail de nos collègues de l'atelier de restauration de la bibliothèque de l'Arsenal qui ont redonné un petit coup de jeune à ces carnets. Autre possibilité, peut-être que Redoutez a profité des périodes d'attente et d'inaction lorsqu'il était en Égypte, puisque ces périodes étaient fort nombreuses vers la fin du séjour. Donc, comme le vous expliquait Julie, il a aussi enrichi son texte d'informations prises dans des sources officielles ou quasi officielles, comme des journaux. Par exemple, il cite très abondamment, il recopie très abondamment des morceaux du Journal des débats, du Constitutionnel, de la Décade égyptienne ou du Journal de Paris. Mais on peut supposer aussi que ce travail de réécriture et de préparation pour l'édition, a pu aussi être réalisé à Paris après son retour. Et notamment au moment où il réalise les très beaux dessins qui vont être préparatoires aux planches gravées de la description de l'Égypte. Donc cette monumentale publication, issue des travaux de la Commission des sciences et des arts, une publication qui a duré plus de 20 ans. Redoutez en est un grand artisan puisqu'il y a contribué par 76 planches et notamment une proportion notable des planches en couleur. Dans le grand volume format Atlas, dans la partie Antiquité, dans la partie Histoire naturelle et dans la partie État moderne. Il faut noter, et il ne manque pas de le faire valoir, qu'il est le seul des artistes qui participent à la publication, il est le seul qui a également pris part à l'expédition. Et ça lui donne, à son avis, des droits de propriété supplémentaires qui sont similaires à ceux des naturalistes qui vont publier leurs études scientifiques. Il espère aussi faire réaliser une publication séparée pour les planches qui ne sont pas utilisées dans la description de l'Égypte. Il rédige même un prospectus, mais c'est un projet qu'il n'achève jamais. D'Égypte, il a également rapporté un herbier de plus de 400 plantes. Il donne la liste de ces plantes. Il y a un petit catalogue, mais on ne sait absolument pas ce que cet herbier est devenu. Et de manière générale, Redoutez s'est quand même estimé assez mal récompensé de ses peines et de retour en France, il a beaucoup bataillé pour obtenir des dédommagements. Relativisons cette perspective parce qu'il a reçu la Légion d'honneur et divers avantages matériels. Il a pu se parer du titre de membre de l'Institut d'Égypte et de plus, il a été nommé membre correspondant de l'Institut de France. Et il a poursuivi sa carrière tout à fait honorablement au Muséum. Aujourd'hui, dans la prestigieuse collection des Vélins, où l'on trouve de nombreux vélins réalisés par Redoutez, il y a 49 de ces vélins qui sont issus de l'expédition et 47 d'entre eux ont été gravés et puis pour publication dans la description de l'Égypte. Alors, qu'est-il arrivé à ces carnets? Comment sont-ils parvenus jusqu'à nous? Alors, en 1828, Redoutez achète une boîte en carton vert et or que vous pouvez voir à l'écran. Et il y a donc une étiquette à l'intérieur de la boîte qui nous indique, qui nous donne la date de cet achat. Est-ce que c'est vous avez sans doute vu, mais vous notez que c'est exactement la même graphique que les carnets? C'est le même papetier probablement. Et c'est la même écriture, effectivement. Alors, Redoutez n'a pas d'enfant, il n'a pas de descendance, et ce sont ses neveux qui vont hériter de ces papiers. C'est ainsi que son arrière-petit-neveu, l'écrivain Abel Herman, va publier entre 1894 et 1895, dans une revue, la Revue Bleue, de très larges extraits des carnets. Et du même coup, Herman va révéler une source narrative nouvelle concernant l'expédition d'Égypte. Est-ce qu'on peut repasser sur le diaporama, s'il vous plaît ? Herman, il va choisir ses extraits, bon, c'est un romancier, donc il va choisir ses extraits en littérateur. Il va insister sur les passages qu'il a jugés les plus pittoresques, et il va s'inspirer d'ailleurs de certains épisodes pour le contexte et le personnage principal d'un de ses romans intitulé La Petite Esclave, paru en 1914. C'est un roman bien oublié aujourd'hui,
assez justement d'ailleurs, mais si vous avez une pointe de curiosité, vous pouvez aller le lire sur la bibliothèque numérique de la BNF, Gallica, puisqu'il a été numérisé. Les carnets restent donc dans la famille de Redouté, la famille des descendants, et à la fin des années 1940 ou au début des années 1950, ils sont consultés par un historien de la région de Suez et de l'expédition d'Égypte, un ingénieur qui s'appelle Jean-Édouard Gobi. Gobi parvient par la suite, à un moment indéterminé, à acquérir ces carnets, et il en fait don par testament à la bibliothèque de l'Arsenal, où ils sont conservés donc depuis 1993, toujours dans cette boîte verte et or, sous la cote manuscrit 15 433. C'est bon. Bon. Voilà, et maintenant, c'est Julie, je passe la parole à Julie pour la conclusion de notre conférence. Juste, si on peut passer sur la caméra pour revoir la boîte remplie, la boîte complète, avec les carnets rangés dans l'ordre et leurs étiquettes de la main de Redouté. Donc, voilà, de la main de Redouté, je pense que c'est un petit peu la conclusion. Vous notez qu'il a un petit côté peut-être légèrement obsessionnel. Ces carnets n'ont pas été... Il a eu donc ce projet de publication, donc là cette boîte avec ici Journal d'Égypte. Il se propose de faire une souscription. Et en fait, c'est un projet qui ne verra jamais le jour. Ah oui, vous m'entendez? Non. Oui. Ok, génial. Je suis désolée, du coup, j'ai pas le micro. Ouais, mais vous n'êtes pas enregistré, Julie. Ah mince, en plus, je suis pas... Bon, bah, je me remets là, Ah ouais, j'adore. En plus, vraiment, c'est une petite surface. Ok, super. Oui, donc je vous disais que c'est un projet qui n'a jamais abouti, malgré tous les efforts qu'il y a consacrés. Quand il décède à l'âge de 86 ans, on a cette boîte et elle est transmise à ses héritiers. On peut émettre plusieurs hypothèses sur l'échec de publication de ce journal. Sans doute, vous l'avez vu, toutes ces petites notes, cette impossibilité qu'il a de conclure sont l'une des causes de cet échec. Probablement aussi des raisons financières. Se lancer dans un projet éditorial de la sorte est évidemment très coûteux et peut-être enfin des questions de calendrier, disons ça comme cela, puisque son projet va aussi coïncider avec le grand projet de la description de l'Égypte qui sabre un petit peu les velléités éditoriales d'un certain nombre d'auteurs. Mais je pense quand même que la question de l'obsession de Redouté pour le détail, pour la précision, aura eu raison de la conclusion de ce projet. Voilà, donc on a essayé de faire le lien un petit peu entre, vous avez vu ces deux documents, donc le premier, vraiment la première découverte de la Haute-Égypte et sa conclusion monumentalement scientifique par les savants de la description, par les savants de la commission des sciences et des arts de Bonaparte, avec cet exemple du coup de l'Arsenal et abondamment illustré grâce aux collections du département des estampes et de la photographie et aussi mine de rien du muséum d'histoire naturelle pour tout ce qui est histoire naturelle du côté de Redouté. Voilà. Merci beaucoup, c'est passionnant. Nous sortons à peine d'une même thématique éditoriale qu'on va présenter au mois de mars, donc encore toujours l'Arsenal, c'est intéressant. Si vous avez quelques questions, on a 2-3 minutes, non Frédéric, 5 minutes, 10, 5, n'ayez pas peur. C'était pour apporter une précision sur la pierre de Rosette. Bon, je me présente, je suis photographe à la Bibliothèque nationale et nous venons de faire une photo du moulage.
qui a été fait lors de la découverte de cette pierre, ainsi que de l'estampage qui existe aussi de cette pierre et qui sera présenté à l'exposition Champollion. Voilà. Très très bien, merci. Non, au vu de par expérience, c'est vraiment une réécriture totale. Hein. Jamais vu un journal avec une telle écriture, c'était quasiment prêt pour l'impression. Parce que c'est quand on voit les notes de voyage, surtout quand on pense dans les conditions dans lesquelles il a écrit les notes, ça c'est vraiment, vous avez de la chance, c'est lisiblissime par rapport à d'autres. Et donc effectivement, c'est extraordinaire d'avoir, c'est très émouvant, cette boîte, etc. Donc, si vous avez... Oui. À propos de la lisibilité des carnets, je voudrais juste donner ce qui s'est passé avec les carnets de Linan de Belfond, qui ne voyageait pas à titre personnel, puisqu'il était commandité par un commanditaire anglais, et qui donc n'a jamais eu l'intention de publier ces carnets, ce que nous venons sournoisement de faire. Les carnets de Linan de Belfond, il prenait ses notes au crayon, et c'est très visible sur les carnets qui ont été légués au Louvre en 1952. Il écrivait au crayon, il réécrivait par-dessus à l'encre quand il avait le temps, et après il gommait le crayon. Donc c'est finalement pas si mal écrit que ça. Non, ça dépend. Nous avons commencé à travailler, mais je dis, on revenait au mois de mars, c'était vraiment illisible. On a retranscrit un journal de voyage de 1812, plutôt pas un journal, des notes, qui sont vraiment pris le soir sur le bateau, etc. Par rapport à ça, c'est intéressant, c'est extraordinaire, cette richesse parce que justement, il a pu réécrire aussi. Mais la méthode d'écrire au crayon et de repasser à l'encre, c'est aussi employé par l'astronome Lalande quand il fait son voyage aux Pays-Bas. Et c'est à peu près... voilà, exactement. Justement, j'avais une question sur la réalisation de la carte Sicard. Quelle était la méthode? S'il y avait eu des esquisses en cours de voyage, est-ce qu'elle avait été réalisée après ou pendant le voyage avec le dessinateur? Ça marche, oui. Donc en fait, il fait des petites esquisses, mais ça, on les a pas. Juste là, parce que c'était une petite tricherie qu'on a faite, la carte que vous avez vue des déserts de la Bastille-Abadie, elle est très très belle. Par contre, vous notez, il n'y a pas de carroyage, elle est beaucoup moins précise que la carte de 1722, qui va être utilisée par Bonaparte, où pour le coup là, on a des relevés astronomiques beaucoup plus précis. Jamais Sicard ne dessine ses cartes. Ça, je vous l'ai dit, je l'ai peut-être mentionné un petit peu brièvement. Mais donc, cette carte, c'est un dessinateur, d'icône arménien. La carte de 1722, c'est un ingénieur qui est envoyé de France, Georges Duhamel. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Donc, en fait, au cours du voyage, il prend un certain nombre de notes, etc. Il prend des relevés, mais on n'a pas, si c'est ça votre question, de reste d'esquisses, de dessins préparatoires. Même cette carte-là de 1717, alors, vous ne le voyez pas parce qu'on a mis quelque chose au dos, mais soi-disant, elle aurait été rapportée d'Égypte par Vivant de Nom. Bon. Rêvons à ça, disons-nous, et faisons encore le lien avec Redouté, l'expédition de Bonaparte, etc., que c'est bien lui qui l'a ramené. En vrai, on peut pas, on n'en sait rien. Ce qui est certain, par contre, c'est que ce sont jamais des unicats. C'est-à-dire que la carte que vous avez là, il en a réalisé a priori au moins deux exemplaires. L'un qui garde avec lui en Égypte, l'autre qui l'envoie en France. Puisque ça, je l'ai peut-être pas assez souligné. Mais Sicard a un très 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 gros projet que sa mort prématurée va sabrer. C'est un projet encyclopédique sur l'Égypte. Et donc, en fait, au fur et à mesure de sa correspondance, on va voir le nombre d'informations qu'il donne assez supérieur s'amenuiser, parce qu'en fait, il veut garder pour lui le fruit de ses recherches. Et donc, de peur de perdre l'ensemble du travail qu'il a fait, il garde du coup les éléments cartographiques qu'il a réalisés.
Après, le fait qu'il soit un jésuite est évidemment un élément primordial. Vous connaissez le rapport des jésuites à la cartographie et l'apport des jésuites à la cartographie, notamment orientale, je pense à la Chine, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je l'ai un peu noyée, non? Donc, rendez-vous le 8 mars, quelque chose d'un peu exceptionnel aussi, parce que nous allons présenter un manuscrit médiéval sublime, le roman de Fauvel, et il y aura la présentation de ce manuscrit, en même temps avec un chœur de femmes qui vont chanter de la musique d'après le manuscrit, et à l'occasion aussi de la mise en scène au Théâtre de Châtelet, toujours du roman de Fauvel. Donc, mardi 8 mars. Bonne soirée.